Vous écoutez Shadow Talk, le podcast de discussion autour de Shadowrun et du jeu de rôle, produit par Ombre Portée 2.0. Bonsoir, vous écoutez Shadow Talk, le podcast d'OPV2 consacré à Shadowrun en particulier et aux jeux de rôle en général. Ce soir, du coup, nous allons parler de Noir Total, premier supplément Shadowrun 6, traitant des nouveaux métaplots de l'édition, qui a été récemment traduit en français, accompagné de divers ajouts dont nous reparlerons tout à l'heure. Du coup, pour ce faire, nous sommes accompagnés ce soir de Mathieu. Bonsoir Mathieu. Oui, Du coup, tu aides à la traduction du côté de BBE depuis à peu près, Shadowrun 5, même si, j'ai souvenir que tu avais déjà commencé un peu à mettre la main à la pâte durant la fin de la gamme Shadowrun 4. oui, je vais dire que j'ai commencé effectivement à la toute fin de la gamme Shadowrun 4 avec le Runner's Black Book, une petite partie de parazoologie dans Créatures du sixième monde, et que j'ai commencé à travailler de manière plus intensive sur Shadowrun 5. Et puis depuis là. Nous sommes également en compagnie, d'André, qui a travaillé sur Noir Total et donc c'est la première contribution à un ouvrage paru pour BBE et bonsoir André. Bonsoir. Moi, j'ai travaillé surtout avec 30 nuits et très peu sur Noir Total, mais effectivement, c'est ma première contribution là, dans le jeu de rôle. Et nous sommes également en compagnie, de l'inépuisable Romain Pelis. Bonsoir Romain. Qui justement ce soir est très fatigué. Heu, donc ouais, bah, c'est moi, Romain Polis. J'ai commencé à travailler sur Shadowrun avec, Néo Révolution, donc à la toute fin de Shadowrun 5 et bah, je traîne depuis, là-dedans, sur plein de sujets, autant que possible, hein. Enfin non, malheureusement autant que possible, il faudra que j'arrête. Voilà. Pour, commencer à parler de Noir Total, je voulais savoir si vous saviez, à peu près, les raisons qui avaient poussé à la rédaction de Noir Total. Quelle était en fait, la genèse, du projet, qui ont mené en fait à la forme, telle qu'il est paru, en VO puis en VF, par la suite? Alors, en fait, la réponse est non. On sait pas très, très bien, comment a été créé, Noir Total, enfin plutôt en l'occurrence Cutting Black. On est plutôt arrivé enfin nous, on est intervenu ou on a été mis en contact avec Catalyst un peu tard pour suivre ça. Alors, il faut savoir aussi que, bah, Shadowrun 6 a été fait un peu, de manière un peu secrète, hein. Il y avait un effet d'annonce et en fait, Cutting Black a dû être écrit en même temps que Shadowrun 6, donc c'était pareil, c'était un peu sous masque. Ce que je sais, c'est que c'est essentiellement le travail de R.J. Thomas, donc l'un des auteurs, un des freelancers de Catalyst et je pense et en fait ça ouais, voilà, enfin, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Alors effectivement, on n'en sait pas beaucoup plus. Il y a quand même une particularité, je trouve, intéressante à noter avec Noir Total. Beaucoup d'éditions de Shadowrun, de changements d'édition de Shadowrun, il y a eu un élément assez fort qui s'est produit. Euh, on a eu le crack 2.0 entre la troisième et la quatrième édition. On a eu, j'ai un petit doute entre la quatrième et la cinquième. Euh, et la plupart de ces événements avaient lieu en fin d'édition. Et on redémarrait proprement ensuite. Noir Total, de mémoire, c'est une des premières fois où l'élément assez fort a lieu au lancement de l'édition. Et sans avoir aucun préavis en fin de l'édition précédente. Alors en fait, il s'avère qu'on en sait plus, parce qu'il y a eu en fait un article de Jason Hardy qui est paru, dans une revue américaine, Game Trade, Magazine et qui est disponible en ligne. On mettra le lien avec le podcast. Dans lequel en fait il explique effectivement que c'est, R.J. Thomas qui l'avait contacté à l'origine pour écrire un supplément sur Détroit, donc une ville importante dans Noir Total, on reviendra dessus. Sauf que comme c'est une ville un peu à la marge, de l'univers du sixième monde, Jason n'était pas forcément très chaud pour en faire un supplément à part entière et à l'origine, lui, il voulait plutôt que ce soit un PDF, ce qui plaisait apparemment pas trop à R.J. Thomas et du coup, ils ont réfléchi tous les 2 en fait à comment construire le supplément, comment lui donner en fait du corps pour justifier, d'en faire un livre à part entière et c'est comme ça qu'ils sont venus en fait avec, les idées en fait des gros métaplots qui émaille Noir Total. Sachant en fait que même après ça, quand Jason a été pitché, l'ouvrage
à Lorraine Coleman, donc tête pensante de Catalyst, le grand patron, on va dire. Celui-ci lui a dit que c'était intéressant, mais qu'il en voulait plus, qu'il fallait encore pousser plus les choses. Et du coup, ils ont rajouté encore plus de métaplots dans le supplément, qui a du coup la particularité d'être particulièrement chargé en intrigue, comme on l'évoquera peut-être plus tard. Tout ceci pour dire du coup que c'est un supplément qui aborde beaucoup de secrets du jeu. Et donc la conversation qu'on va avoir à son sujet va forcément être sujet à spoiler, à diverses révélations, même si on va en garder une bonne partie secrète, ne serait-ce que pour des raisons de temps. Et que du coup, il y aura forcément, va forcément y avoir potentiellement des choses qui pourront vous gêner si jamais vous êtes joueur. Donc n'hésitez pas à demander potentiellement à votre meneur si jamais notre podcast révèle ou non des choses jouées à votre table, mais sinon peut-être vaut-il mieux passer votre chemin. On va peut-être, je vous propose en fait de faire par gros métaplots abordés dans le supplément, histoire qu'on puisse s'y retrouver. Et du coup, le tout premier d'entre eux qui occupe, on va dire, un bon tiers de l'ouvrage, c'est du coup le fameux métaplot des insectes, et plus particulièrement de la relation d'Arès aux insectes et de la situation qui va s'ensuivre à Détroit. Donc peut-être que André, tu peux récapituler rapidement ce qui se passe et d'où ça vient en fait justement cette intrigue. Sans que personne ne s'en rende compte, Ares a attiré les insectes à Détroit pour leur porter un coup fatal. Évidemment, c'est Shadowrun. Ça ne se passe pas exactement comme Ares l'espérait, ce qui a mené à près de 2 mois de combat dans la ville de Détroit. Les 2 mois de bataille dont tu parles, on appelle la bataille de Détroit désormais. Et c'est donc effectivement des échauffourées qui vont avoir lieu dans toute la ville de Détroit et qui vont considérablement la modifier. Et c'est le gros événement du début de l'ouvrage, cette bataille entre Arès et les insectes qui occupent du coup le premier axe du supplément. Grosso modo, il y a eu pendant toute l'édition 5, il y a eu un petit ce qu'on appellerait un teasing, en fait, sur les insectes. On voyait bien qu'il se passait des choses chez Ares. Quasiment un guide sur 2, il y avait un truc par rapport à, il y a ça qui se passe avec les insectes, ça qui se passe avec les insectes. Mais c'était très, très discret par rapport à d'autres métaplots qui étaient très en avant dans l'édition 5. Et en fait, voilà, l'apothéose, c'est effectivement Cutting Black, où quasiment toutes les choses qu'on nous a un peu teasées pendant l'édition 5 se révèlent. Alors la bonne nouvelle pour nous en français, c'est qu'on a raté beaucoup de teasing parce que les choses n'ont pas été traduites, beaucoup de choses par rapport à ça n'ont pas été traduites, mais ont été résumées et mis dans Streetpedia. Donc, en fait, on aura la chance de, dès que vous aurez fini de lire la page qu'il y a bien dans Streetpedia, vous pouvez sauter dans Noir Total. Au niveau du teasing, il faut peut-être quand même préciser que c'est un teasing qui existe depuis la 3e édition de Shadowrun, et plus précisément depuis Frets 2, où en fait on apprenait que Ares menait des expériences sur les insectes, et on nous faisait comprendre que ça allait plus ou moins mal finir à moyen ou long terme, donc ça a été plutôt à long terme. Au-delà du coup de cette lutte entre Ares et les insectes, donc une lutte plutôt grobile sur le papier, il faut bien le dire. Pendant toute la lecture, je me suis posé pas mal de questions sur les manières en fait d'inclure véritablement les runners au sein de cette bataille, même s'il y a effectivement pas mal d'accroches qui évoquent des mercenaires, et dont je crois que tu voulais parler justement un peu Mathieu. Il y a pas mal de choses du supplément sont rapportées par la bouche de mercenaires qui sont sur place, que ce soit les troupes de Ravenheart qui sont, selon les moments, plus ou moins alliés ou pas à Ares. En tout cas, luttent contre les insectes de manière plus systématique qu'Ares, sans chercher à les utiliser. Et que donc, là, effectivement, le supplément laisse entendre qu'il y a une grosse activité de runners en ville, que ce soit pour protéger les civils ou que ce soit pour s'attaquer aux insectes. Et je pense que c'est l'angle d'attaque que les auteurs ont souhaité donner pour les meneurs de jeu, pour inclure les personnages. Du coup, par rapport à ça, justement, ce qui m'a véritablement dérangé à ce niveau-là, c'est que même si le supplément du coup nous donne beaucoup d'accroches potentielles en fait pour inclure les runners, la plupart déjà sont relativement bateaux. C'est-à-dire on nous dit oui, les runners peuvent se battre avec Ares du côté des insectes,
Donc oui, merci, sans blague. Mais on nous dit aussi l'inverse, donc les runners peuvent se battre avec les insectes contre Ares. Donc postulat un peu automatique et qui par ailleurs est pas du tout développé sur le pourquoi du comment, alors que c'est plutôt une alliance qui paraît contre nature et peu habituelle. Surtout que les cas qu'on nous donne dans le supplément, pour la plupart, sont des cas conscients. C'est-à-dire, ce n'est pas, ils combattent pas Arès sans le savoir. C'est vraiment, ils sont alliés avec les insectes pour des raisons plus ou moins obscures. Et on a zéro info concrète sur véritablement comment impliquer ces runners dans Détroit. Parce qu'en fait, toute la description de la bataille est très laborieuse, très éclatée, et on n'a pas on a très peu de repères concrets, notamment sur la topologie de la ville. On en a un peu plus tard en fin d'ouvrage, mais en fait, on a l'état de la ville après la bataille. Mais durant la bataille, en fait, on a très peu d'informations concrètes. Et je trouvais que ça rendait très compliqué, en fait, l'éventualité de mettre en scène cette bataille à une table de jeu. En fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai vraiment évolué par rapport à ça. Quand j'ai lu Cutting Black maintenant, il y a peut-être 2 ans et demi, je sais plus très bien, la première fois quand il est paru quoi, en anglais. Moi, c'est le genre de truc que j'adore. Enfin, ça m'a inspiré une campagne, j'ai eu vachement envie de jouer. J'aime pas forcément quand le format un peu qui est pour Lockdown où en fait, on te file une sorte de campagne avec un peu un axe où on te dit comment commencer ou comment gérer tes trucs parce qu'en fait, bah, moi, souvent, ça colle pas à ce que font mes joueurs, donc ça m'ennuie plus qu'autre chose. Les scénarios me plaisent pas, donc je les garde pas et donc au final, enfin, si jamais le bouquin, il y a la moitié de ça, bah, en fait, il y a que la première moitié qui me sert. Mais je pense effectivement qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des trucs beaucoup plus construits. Moi, j'aime bien au contraire le fait de dire, voilà, on te raconte tout ce qui se passe pendant 9 mois, on te donne, tous les éléments de chronologique, les mots, les temps du truc. Donc tu sais que, ah alors mes PJ, si je les mets à Détroit avant telle date, il se passera ça. Ah, pas telle date, il se passera ça, donc on passera dans un second mouvement, donc je pourrais faire avancer ma campagne par rapport à ça. Donc ça, moi, ça m'a pas du tout, ça m'a pas dérangé quand j'ai lu l'ouvrage comme toi. En fait, au moment où je l'ai lu, j'ai quasiment écrit la campagne que je suis en train de mener, dans le cadre de Cutting Black. Heu, mais effectivement, c'est vrai que c'est pas du tout clé en main. Bon, pour être très clair, hein, si on aime bien le truc, tout fait fini, c'est pas clé en main. Moi, ce qui m'a plus dérangé, alors je vais pas bifurquer par rapport à ce que tu viens de dire, mais ce qui m'a plus dérangé qui est intéressant, c'est que comme on l'évoquait, comme tu rappelais, hein, les insectes, ça remonte effectivement à la seconde édition. Je trouve que Cutting Black est vraiment la conclusion de tout le teasing qui a eu lieu pendant l'édition 5 sur la guerre interne dans Ares, enfin dans Ares. Euh, Par contre, ce que j'ai trouvé difficile, moi, c'est de dire, bah, en fait, si le joueur, le PJ qui arrive, il connaît un peu Shadowrun, mais que c'est pas un meneur, hein, qu'il n'a pas tout lu de Shadowrun, bah, il y a beaucoup de choses dans cette campagne, beaucoup de révélations dans le contexte, beaucoup comment on appelle, de twists qui vont comment tomber plat. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a le fait que, alors là, on spoil, hein, donc il y a le fait que Otto Hendricks, qui était le méchant dans Bug City, hein, est encore en vie et bosse pour Ares. Et donc, se poser, quand tu joues ta campagne de Cutting Black, le fait de révéler que Otto Hendricks est encore en vie, bah, c'est un super twist, quoi. C'est, ah putain, il est encore en vie, il n'a pas été exécuté. Sauf que bon, bah, si tes PJ, ils sont pas au courant de ça, le truc tombe un peu à plat. Donc moi, ce que j'ai trouvé difficile pour rejoindre, c'est ça. C'est plus le fait, c'est pas le fait que ça manque d'éléments de comment mener les choses. Moi, c'est plus le côté énorme enfin, la connaissance de l'ordre prérequise. Mais au-delà de la connaissance du lore par les meneurs, qui est effectivement un problème, hein, faut pas se leurrer, il y a aussi la connaissance du lore par les joueurs et les personnages. Donc là, par exemple, le cas que tu cites, Otto Hendricks, en fait, si les personnages de tes joueurs ont joué Bug City, bah, effectivement, enfin, ça peut leur parler et ça peut les faire réagir, leur rappeler leur première campagne et effectivement donner lieu à un beau moment de jeu. Mais à mon avis, ça va être vraiment une part très minime des tables qui vont servir de cadre de Détroit pour jouer la campagne. Après, on peut aussi imaginer un meneur qui ressort Bug City et qui fait une sorte de flash forward directement en 2080 en mode bah, en fait, vous pensez que la situation était révolue, mais non, ça recommence. Mais personnellement, j'ai plutôt eu l'impression que c'était un twist
dédié aux gens qui suivent l'univers en tant que lecteur, plus que au niveau plus que pour les joueurs. Et ça m'a un peu dérangé. Et pareil pour les accroches de scénario, en fait, il y en a effectivement beaucoup, mais pour moi, c'est pareil, elles sont pas, elles créent pas du jeu, elles sont pas très porteuses. Enfin, me dire, «Oui, vous pouvez rejoindre Ares pour combattre des insectes», bah, très bien, mais en fait, j'ai pas besoin de 40 pages pour que vous me disiez ça, quoi. Si vous me donnez 40 pages sur une bataille, donnez-moi au moins des éléments pour mettre en scène la bataille et donnez-moi des choses plus concrètes que juste, bah, vous pouvez rejoindre le camp A ou le camp B et vous foutre sur la gueule, avec, le camp opposé, quoi. Ah, bah, pour moi, il y a déjà le troisième camp, qui est le camp de Ravenheart, qui peut justement avoir un côté un peu. Alors, effectivement, jouer une bataille en tant que Shadowrunner, ça se pose là. Mais il y a le camp de Ravenheart qui essaye aussi de protéger des gens, qui peut mener à une campagne un petit peu de type survie au milieu de la pagaille. Et donc, qui est une troisième possibilité, malgré tout, qui est pas, qui sont en grande partie alliés avec Ares, mais c'est des alliés de circonstance. Ils ont été opposés aux façons de faire d'Ares pendant longtemps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, alors effectivement, sur les révélations, il y a certaines révélations qui parleront pas aux nouveaux venus. Euh, c'est pas forcément si grave que ça pour moi. Il y a quand même pas mal de choses autour de cette bataille. Les nouveaux venus auront l'avantage que c'est pas une redite pour eux par rapport aux événements précédents. Les anciens, bah, il y aura un petit peu ce côté redite, mais ils auront les révélations. Donc, j'ai envie de dire que chacun y trouvera son compte. Ouais. Bah, en fait, oui, amen à ce que tu viens de dire, effectivement, Mathieu. Pour répondre à ta réflexion, Timothée, sur le manque d'accroche, moi, c'est marrant parce que, au contraire, je trouve que. Enfin, alors, déjà, moi, j'ai pas du tout vu Cutting Black comme étant les runners bossent pour Ares ou contre Ares. Moi, je l'ai clairement vu, comme l'a dit Mathieu, les runners sont embrigadés par un moyen, par un autre avec les renégats. Donc du coup avec les renégats de Ravenheart et en fait un peu la nouvelle qui est au début du bouquin, hein. En gros les runners vont se trouver à Détroit pour une raison ou une autre et boum se retrouvent à être embrigadés et embrigadés pris à partie par Ravenheart qui en gros les recrute pour aider à faire son truc. Alors après, je pense que faire jouer une bataille, je pense qu'effectivement, la bataille des trois, ça va être la fin de la campagne, enfin la fin de la campagne maison que tu fais à Cutting Black. Bon, moi, personnellement, j'ai essayé de faire une mini-campagne pour arriver à jouer la période. Pour l'instant, on est à 8 séances, donc c'est pas une si mini-campagne que ça. Mais en gros, ouais, ça c'est la fin. Et effectivement, alors, la critique que tu dis, elle est valide. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur la bataille des trois. Mais en même temps, disons que ça a le défaut de ses avantages. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un peu dur à base de mais comment je vais faire pour que cette bataille elle soit vraiment unique, etc. Oui, mais en même temps, ça veut dire que quasiment, quelle que soit la manière dont tu la mènes, tu vas pas être en contradiction avec le lore. Tu vas pas te trouver un problème de synchronicité entre ce que les joueurs ont vécu et ce qui s'est passé à Détroit. C'est qu'en fait, quelle que soit la manière dont le scénario se déroule à la fin de la campagne, enfin à la fin de la campagne sur Détroit, et que genre il y a une grande bataille et que je sais pas, les PJ sont là, c'est eux qui butent Damien Knight, ou alors à l'inverse, c'est eux qui font que le missile part et que du coup tout s'arrête. Enfin, il y a tout un truc là-dedans. Et ben en fait, quelle que soit la manière dont tes joueurs sont impliqués, tu peux leur passer à la fin le Cutting Black et ils peuvent le lire sans se dire mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc ça a le défaut de ses avantages. Je trouve que parfois dans Shadowrun, il y a des choses qui sont un peu trop précises dans ce truc-là. Il y a une volonté de faire une chronologie trop courte en temps ou imposer des événements à un moment un peu vraiment dire ah ouais non mais ça c'est vraiment à 8h03 à tel moment. Ce qui n'est pas forcément pratique quand tu es meneur. C'est bien d'avoir un truc plus lâche. Donc moi, tout ça, hein, enfin, je dis pas que tu as tort, que c'est pas un problème pour toi. Je dis juste que moi, en tant que meneur, la manière dont je mène, et j'écris mes histoires par rapport au bouquin de Shadowrun, c'est au contraire un format que je trouve très agréable. Enfin, je n'étais pas du tout gêné par ça. Par contre, juste pour terminer, là où je te rejoins, c'est qu'en l'ayant maintenant pratiqué, en ayant joué un peu le cadre de Cutting Black, c'est vrai que, alors heureusement qu'on a mis une chronologie dans la VF, hein, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, eh, finalement, j'ai beaucoup de temps à tuer, par exemple, entre le 4 août et la bataille des 3, il s'écoule un mois et demi, enfin un bon mois, on va dire, où il se passe pas grand-chose. Donc tu fais comment pour faire avancer l'histoire? Effectivement, il y a pas mal de choses qui sont pas forcément claires sur les acteurs. Qu'est-ce qui trame quoi? Enfin, encore comme souvent chez Shadowrun, ça manque de game information qui dit au meneur, voilà ce qui se passe vraiment.
Donc oui, voilà, enfin, je suis pas gêné par les amorces, moi, c'est plus effectivement quand tu prends le matériel entre les mains, tu as encore beaucoup de travail et beaucoup de travail de soit d'invention au risque de te séparer du lore officiel ou alors un travail d'exégèse du texte, vraiment de recherche alors qu'est-ce qu'il y a là? Cette ligne-là, il dit ça à telle date et cetera. Donc voilà. Je me retrouve un peu entre les 2 positions. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'idées. On sait où sont les points chauds avec les insectes. On sait comment ça va conclure. On sait aussi que le Platinum Bar et la région de Windsor, de l'autre côté de la rivière, c'est des points où les mercenaires et les gens se retrouvent. Et le fait que ce n'est pas détaillé au complet exactement qu'est-ce qui se passe, à quel moment, toutes les journées, ça offre beaucoup de flexibilité au meneur d'avoir sa propre petite campagne entre ces événements qui peuvent avoir lieu en arrière-trame. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de ces idées qui sont à peine nommées une ou deux phrases, ce qui donne au meneur un gros travail de devoir écrire ou développer lui-même comment est-ce qu'il veut que ces événements se produisent. Donc, je peux voir effectivement, d'un côté, ça nous offre plus de flexibilité, mais de l'autre côté, si on n'a pas beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail pour le prendre en main, pour prendre la chose en main. Quand je parlais de précision, je parlais pas forcément d'informations telles que des dates, une chronologie au jour le jour qui serait évidemment trop lourde, même si d'ailleurs rien n'oblige à la suivre quand on est meneur de jeu, parce qu'on a évidemment toute l'attitude pour ne pas respecter les dates, c'est même notre premier droit en tant que meneur. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas non plus d'informations détaillées sur en fait les forces en présence. Par exemple, un soldat d'Ares, ça a quoi comme type d'équipement? Je sais pas. Les Ravenheart et ses petits copains, c'est quoi leur équipement? Je sais pas non plus. Donc il y a vraiment un manque à ce niveau-là. Pareil, il y a aussi un manque au niveau de la nouvelle en fait, qui ouvre l'ouvrage et qui se situe également durant la bataille de Détroit. Il y a en fait un manque de description, je trouve, de la bataille en elle-même. La nouvelle est surtout centrée en fait sur les conflits internes à Arès, et il y a quand même, je crois que c'est 2-3 pages sur la bataille, et en termes de description en fait des interactions entre les soldats et les insectes et de la bataille en elle-même, c'est vraiment très, très pauvre. J'ai eu l'impression de relire les mêmes choses en boucle, et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que typiquement, ce genre de nouvelles, dont on peut ne pas trop voir l'intérêt ou regretter qu'elle soit aussi présente dans les ouvrages récents. Mais pour moi, l'intérêt, c'est aussi de fournir éventuellement des descriptions et de permettre de visualiser certaines choses qui ne sont pas forcément toujours très claires ou très faciles à décrire autour d'une table. Et là, vraiment, j'ai trouvé que c'était assez décevant sur cet aspect-là. Ouais, alors c'est marrant parce que alors moi, j'aime pas les nouvelles dans les bouquins de Shadowrun, généralement, je les lis pas, hein. Enfin, de manière générale, je supporte assez mal la littérature de rôliste. J'aime bien les jeux de rôle, mais j'aime pas trop les nouvelles de rôliste où le mec me raconte que ce personnage a une grosse épée. Pourtant celles-là, je les ai lues et je les ai trouvées plutôt bien au sens où les 2 te posent vraiment, l'idée du bouquin en disant alors première nouvelle, en gros, hein, c'est Alien 2. C'est en gros, tu es en mode, mercenaire contre des insectes. C'est un film de guerre qu'on te raconte. C'est ça l'idée, hein. C'est ça, moi, c'est ce que j'ai compris en lisant le bouquin, c'est que c'est pas une redite de Bug City, c'est, Platoon version, alors je peux Platoon, c'est pas un bon exemple, donc Platoon version, ou Rambo version Shadowrun. Et en fait, je pense que Alien 2 est vraiment l'influence la plus forte. Et la seconde nouvelle te donne en fait l'amorce en disant bah voilà en fait il y aura le troll Platinium qui sait servir de QG en fait aux ombres plus aux résidents de Ravenheart pour se regrouper. Donc en fait l'amorce elle est un peu là à base de en gros ben voilà, vous démarrez la bataille, vous jetez vos PJ Ultra Platinum, ils sont recrutés enfin, idéalement, ils sont recrutés par Ravenheart, ou alors ils décident de la trahir, enfin, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais en gros, tu as cette amorce-là qui est lancée.
Donc ça, pour le coup, moi, tu vois, c'est marrant, je trouvais ça pas mal. Alors par contre, sur le matos, là, c'est vraiment la catégorie, agree to disagree. Je déteste le matos dans les bouquins de lore, je déteste le matos en général. Ça me fait chier les sets de bouquins. Moi, ça m'a pas du tout manqué une seule seconde. Il y a des milliards de bouquins, de règles et de trucs pour dire les armures lourdes, les pistolets lourds, les machins. Enfin, pour moi, c'était pas du tout un besoin. Et honnêtement, s'ils avaient collé 20 pages de trucs sur c'est quoi l'armure du soldat d'Eris par rapport à ce qu'on peut trouver dans le bouquin de base, enfin, moi, j'aurais trouvé ça vraiment nasbrock. Mais bon, c'est juste, encore une fois, je pense que c'est une question de besoin un peu différent. Moi, personnellement, c'est vraiment encore une fois, j'ai bougé par rapport à avant, mais vraiment la Cutting Black dans le format que quand je l'ai eu à l'époque, c'est comme ça que je voulais avoir un supplément de campagne de Shadowrun, un truc qui te donne plein d'aventures, plein de pistes et qui te laisse gérer avec les détails en tout genre. Oui, je suis assez d'accord avec Romain. Il y a un certain nombre de profils dans le livre de base. Alors effectivement, c'est pas des gens spécifiquement d'Ares. On va trouver des gens de Renraku, on va trouver des gens des armées, des UCAS. Mais malgré tout, il y a quand même de quoi prendre des soldats, de quoi prendre des soldats d'élite. Répéter des stats et des stats de soldats et de soldats d'élite, pour en avoir fait beaucoup, ça se ressemble quand même beaucoup au final. Le principal, c'est pas tant les valeurs chiffrées qui sont toujours un petit peu les mêmes, c'est surtout l'habillage qu'on met autour et qui fait que, en termes de description, ça va être un soldat d'Ares et ça va pas être une force de Renraku parce qu'il n'aura pas un katana et une armure de samouraï. Donc voilà, je te retrouve pas forcément sur cet aspect des forces, des forces armées. Par contre, là où c'est peut-être un petit peu vrai, c'est qu'ils ont décidé de sortir ce supplément en tout début de gamme. C'est donc un supplément avec du combat contre les insectes. Les esprits insectes sont traditionnellement, et ça n'a pas manqué pour Shadowrun 6, traités dans le supplément magie. Donc c'est plus là où il y a peut-être un manque. Donc il y a quelques statistiques qu'on a un petit peu retravaillées dans la VF de manière à pouvoir avoir les principaux types d'insectes, en particulier ceux qu'on va retrouver dans le cadre de Cutting Black, c'est-à-dire principalement des forces combattantes. Donc voilà, on va retrouver à peu près de quoi faire, mais c'est peut-être là que ouais, ils ont mis une page, ils auraient pu mettre 2-3 pages de plus, ça aurait pas fait de mal. Oui, en parallèle du coup de cette intrigue de Détroit, il y a évidemment du coup les UCAS qui réagissent et notamment leur présidente, donc Coloton, qui envoie donc l'armée pour se rendre à Détroit et aider en fait à enrayer la menace infecte. Sauf qu'il arrive quelques déboires à cette armée. Oui, alors effectivement, ça c'est un truc. Alors tout à l'heure, Mathieu parlait de Reddit, etc. En fait, ça c'est un truc qui est chouette dans Cutting Black, c'est qu'il y a quand même des choses sur lesquelles ils ont un peu essayé d'aller ailleurs que là où on voit les David dans Shadowrun. Et c'est vrai que moi, je trouve que la disparition de l'armée est un truc assez chouette. Alors, c'est quoi la disparition de l'armée? C'est que dans la chronologie de Cutting Black, je crois que vers le 8 août, les UCAS s'énervent parce que c'est le bordel à Détroit. Et la présidente Coloton décide de jouer un peu la crise de manière politique en disant je vais faire un acte de force et je vais envoyer un détachement de l'armée américaine, enfin l'armée des UCAS ou des UCAS à Détroit en fait. Et donc elle déploie cette troupe qui traverse je suis pas bon en géographie, mais je pense le Michigan. En tout cas, elle part du Massachusetts pour traverser le Michigan, si je me trompe pas bien. Enfin, André me corrigera quand il commentera là-dessus. Et donc, elle traverse et vraiment perdue dans un bled sans intérêt, une ville de même pas 10 000 habitants, du jour au lendemain, pouf, l'armée disparaît du jour au lendemain. Quoi. Vraiment, il y a de la brume partout et boum, elle disparaît. Alors d'un seul coup, les UCAS ont perdu un quart ou un tiers ou je sais pas combien, mais une quantité quand même non négligeable de leur armée, sans aucune explication. Alors oui, Mathieu me fait remarquer par écrit qu'effectivement, de manière politique. Alors ce que je veux dire par manière politique, c'est qu'en fait, Coloton décide de faire un acte. La raison pour laquelle elle envoie l'armée à Détroit, c'est pour en fait faire un peu un acte de force par rapport aux corporations. C'est en ça que c'est politique. Elle essaie de faire croire aux corporations qu'elle a encore du pouvoir, que les États ont encore du pouvoir, etc., etc. C'est ça que je voulais dire par politique. C'est-à-dire pas ça par acquis de conscience ou poussé par la cour corporatiste. Et donc voilà, donc l'armée disparaît. Alors il y a un chapitre qui est assez sympathique en fluff qui montre bien comment l'armée se déplace, commence à perdre ses communications, puis disparaît. Et dans mes souvenirs, après, il y a quelques rapports de plus où des runners vont voir ce qui se passe, parce que du coup, la ville, j'ai oublié le nom de la ville qui est paumée là, qui est vraiment une ville à la con, où ils ont disparu, en fait, elle est mise plus ou moins en quarantaine, il y a des gens bizarres qui s'y passent, etc.
Alors moi, je trouve ça assez chouette, sauf que mais je pense que je vais enlever les mots de la bouche de Timothée, il devra les répéter à son tour. C'est que, bah, en fait, c'est un super teasing, mais en fait, tu sais pas du tout ce qui s'est passé, tu sais pas où finit l'armée. On le saura plus tard, on le saura dans le bouquin d'après. Donc concrètement, quand tu lis Cutting Black et que tu te dis: «Ah bah ouais, là, je suis dans ma campagne, ça en haut 2-3, est-ce que je les envoie croiser l'armée? Est-ce que je fais un truc avec ça?» Bah, en fait, toi, en tant que meneur, tu es un peu désarmé parce que si tu envoies tes PJ dans la brume avec l'armée, tu sais pas où est-ce qu'elle finit. Donc voilà, enfin, ça c'est un peu l'idée du chapitre 2 sur la disparition de du 3e corps de l'armée des Ukas. Oui, alors je veux juste réagir là-dessus. En fait, c'est un chapitre qui est très court, hein. On parle de 8 pages, l'armée fantôme. Et effectivement, contrairement à Détroit et aux insectes qui vient un petit peu clore, même si c'est jamais complètement fini, qui vient un petit peu clore une longue truc sur les insectes. euh, à l'inverse, ce plot-là, voilà, on est juste en train de nous mettre l'eau à la bouche, de nous dire qu'il va se passer quelque chose, que ça va être gros, parce qu'il y a un corps d'armée complet qui a disparu. Je ne suis pas un spécialiste de la chose militaire, mais je crois que le seul truc plus gros que le corps d'armée, c'est l'ensemble de l'armée d'un pays. Donc c'est effectivement une perte très importante. Mais voilà, c'est 8 pages. On est en train de nous dire qu'il va se passer des choses, ça va revenir plus tard. Ça va être le gros teasing de. Enfin, c'est le gros aspect teasing dans ce livre. Mais non, effectivement, on va en faire assez peu de choses directement, à part éventuellement faire en sorte que les personnages puissent assister ou entendre parler de ces événements. Ils, ils vont pas pouvoir enquêter ou creuser l'affaire juste à l'aide de Noir Total. Il faut savoir Clairement. en fait que ce teasing a été résolu relativement vite, parce qu'en fait on apprend dans Réalité à la dérive, donc le prochain ouvrage de Background à apparaître après 30 nuits. On apprend ce qui arrive aux soldats. On ne connaît pas forcément tous les détails, mais on a quand même plus d'informations et on a notamment des informations jouables pour le coup qui permettent d'intégrer réellement cette intrigue à la table. Juste pour dire que pour le coup, on peut quand même saluer qu'on n'a pas eu du teasing totalement dans le vent pour un événement qui allait apparaître dans 5 ans. Par contre, c'est quand même, ça fait quand même 8 pages de perdu. Je trouve des choses absolument pas exploitables à la table et qui auraient pu être résolues en quelques shadow talk dans cet ouvrage, quitte à remettre en fait la discussion dans la discussion plutôt des soldats qui juste avant de disparaître en introduction de Réalité à la dérive. Mais là vraiment ça faisait vraiment pas mal d'espace perdu. D'autant plus que moi, contrairement au roman, j'ai trouvé que le chapitre était très mal écrit, notamment au niveau des échanges entre les soldats, qui est toujours quelque chose de compliqué à écrire sans avoir l'air de faire de la parodie en fait de fiction militaire. Enfin, les bravo, bravo, Delta, Tango, il y a un moment où, au bout de la 10e fois, on a juste envie de passer notre chemin et de lire autre chose. Ouais, je serais pas étonné ouais, je serais pas étonné que ce soit une différence de sensibilité entre la France et les États-Unis, ça pour le coup. J'en sais rien, mais ça me surprendrait pas. Non, j'ai pas la même lecture que toi. Pour moi, 8 pages, ça reste relativement peu. Ça permet de faire un vrai teasing où tu sais que ça va être suivi quand même, contrairement à deux Shadow Talk qui peuvent être juste une amorce et puis t'en fais ce que t'en veux. C'est une critique récurrente que j'ai pour Shadowrun, c'est qu'on sait jamais qu'est-ce qui va être suivi et ce dont le meneur peut s'emparer librement en sachant qu'ils reviendront pas dessus. Là, avec 8 pages, tu te doutes quand même que c'est quelque chose qui va revenir. En l'occurrence, comme tu le dis, le euh, Réalité à la dérive va effectivement lever le mystère, mais ne va pas pour autant fermer le plot. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que oui, on va savoir de quoi il s'agit, on va pas être teasé pendant des livres et des livres, être tenu dans le noir comme ça. Par contre, ça va pas finir avec Réalité à la dérive, c'est quelque chose qui est amené à durer quand même un peu plus longtemps. Je crois d'ailleurs que ça se poursuit dans un ouvrage auquel contribue actuellement Romain, mais je crois qu'il a pas trop le droit d'en parler. Bah, de toute façon, c'est tellement un ouvrage qui est en travail que si je disais un truc maintenant sur ce l'ouvrage, ça pourrait être complètement différent quand il sortira. Donc, par contre, je peux effectivement confirmer que cet ouvrage qui est donc en cours maintenant, ça c'est des suites de tout ce qu'on a évoqué maintenant. Donc en fait, c'est une histoire continue, quoi. Et effectivement, il y a des choses qui vont revenir, par rapport à ça et cetera. Donc, voilà.
D'un côté, je suis d'accord que ouais, tu as 8 pages, ça donne une amorce de quelque chose à venir, mais jusqu'à un certain point, c'est pas vraiment utilisable là, au moment où on lit Noir Total. Là. C'est vraiment, OK, oui, on a un teasing, quelque chose s'en vient, et là, il faut qu'on joue le jeu d'attente et attendre voir qu'est-ce qui s'en vient. Le côté discours militaire, c'est certain que moi, je regarde ça, puis c'est pas quelque chose qui me surprend de la part des Américains. Et tant côté, je peux voir des choses, pas nécessairement à ce niveau-là, mais on tombe vraiment dans une mentalité qui est quand même assez typique là-bas. En fait, ça m'a pas mal fait réagir parce que, j'ai récemment relu du coup un chapitre un petit peu équivalent dans, Renraku Arcology Shutdown, où on a un chapitre en fait où un groupe d'agents de Renraku pardon, pénètre dans l'archéologie pour enquêter et communique comme ça par radio et se fait petit à petit, décimer et ce qui était intéressant en fait avec ce chapitre, c'est que, au-delà du fait que c'était pas du teasing parce qu'il était vraiment intégré dans l'ouvrage, il introduisait réellement en fait les menaces de l'archéologie, il donnait des informations et le meneur pouvait même à la limite remplacer les personnages du chapitre par ses propres joueurs et les mettre exactement dans les mêmes situations. Et du coup, ça avait à la fois la double fonction de fiction et de matériel de jeu. Et là, vraiment, durant 8 pages, on a juste du vide. C'est l'équivalent d'un trailer, mais pour lequel on nous a fait payer 8 pages. Donc voilà. Après, vous avez le droit d'être intéressé et de vouloir suivre ça. Mais voilà, ces 8 pages, j'ai pas encore du coup lu en entier Réalité à la dérive, mais je suis même pas sûr qu'en ayant Réalité à la dérive derrière, que j'arriverai à exploiter réellement ces 8 pages et cet événement à une table de jeu, plus que si ça avait été seulement un paragraphe dans l'ouvrage. Alors, je vais juste faire un contrepoint pour comme ils disent les Américains là, for balance. Moi, en fait, je pense m'en servir pour ma campagne Gothic Black. Je pense envoyer mes joueurs, ils ont un hélicoptère, donc je pense envoyer mes joueurs courir. En fait, être envoyés par Ravenheart, en gros, ou par les factions qui servent pour repérer ce que fait l'armée. En fait, leur faire jouer tout le truc de ouais, vous voyez l'armée, ben, il y a de la brume, ils s'approchent pas. Et en fait, je pense que je vais vraiment les laisser voir ce qu'ils font. Et ben, s'ils s'approchent trop, ben on reprendra la campagne 3 mois plus tard quand ils sortiront quand ils arriveront au road en réalité à la dérive. Et à l'inverse, bah, si ça prend pas trop près, ben, l'armée disparaîtra, puis la campagne continuera pour dans un autre angle. Mais bon, bah, c'est pas complètement inutilisable. Mais je veux dire, effectivement, au mieux, tu as un scénario. Donc voilà. Enfin, 3e, gros morceau du supplément, il y a toute une intrigue, autour de ces fameux, blackouts, qui arrivent dans différentes villes. C'est d'ailleurs, vraiment un gros morceau puisque c'est en fait, la partie du chapitre, enfin la partie de l'ouvrage pardon, qui, hem, qui a qui a servi en fait à faire la promotion, de la 6e édition et c'est également du coup ce qui a valu, à l'ouvrage, son titre, anglais et français, donc Cut in Black et Noir Total. Donc Mathieu, tu peux peut-être redire quelques mots sur cette intrigue? Oui, donc effectivement, l'intrigue, c'est que l'une après l'autre, un grand nombre de villes majeures des UCAS, et exclusivement des UCAS, se retrouvent plongées dans le noir. Alors c'est plus que le noir, parce qu'effectivement, il n'y a plus d'alimentation électrique, euh, d'où vient le terme cutting black, mais toute l'infrastructure matricielle tombe, et au-delà même de ça, tous les appareils connectés à la matrice vont cesser de fonctionner. Et bien évidemment, ça cause un bazar monstre, surtout que la situation va perdurer pendant, selon les villes, de un mois à, je ne sais plus, 90 jours, je crois. J'ai des doutes sur les durées maximum. Mais voilà, en quelques mots, ce qui se passe. Alors je crois que Détroit est épargné. Ils ont assez souffert, les pauvres. Ou alors, il fallait peut-être pas donner trop de chance aux insectes. Mais voilà, beaucoup de villes. Washington doit être épargné aussi. Mais Seattle, sur la côte ouest, c'est aussi épargné.
intéressant à noter. Et puis ça doit être à peu près les seuls, hein. Philadelphie est touché, Toronto est touché, on y reviendra dans un autre podcast. Quelles autres villes sont touchées? Saint-Louis est touché. Puis sûrement plein d'autres que j'ai plus en tête. Il me semble effectivement qu'il y a un truc avec Détroit, j'ai plus le passage en tête, mais il me semble effectivement que Détroit est réputé touché par le blackout, même si c'est pas vrai. Il y a plein d'autres villes, en fait, Philadelphie, etc. Et ce que j'ai trouvé bien, en fait, avec ce métaplot, c'est qu'on pouvait facilement l'inclure dans n'importe quelle ville américaine. Et c'est facile, en fait, à importer et d'importer, en fait, les conséquences du blackout un peu n'importe où, même dans les villes pas touchées. Oui, juste pour faire un peu suite, effectivement, là, c'est surtout des villes des UCAS le long de la côte est. Heureusement, oui, Détroit, Chicago ne sont pas touchés. Je pense il y avait Saint-Louis qui a été affecté, qui, elle, est une ville qui chevauche l'UCAS et aussi les États confédérés. Mais une des choses qui revient aussi dans les nouvelles et un peu dans l'histoire, c'est que malgré le fait que la ville est touchée en dedans de quelques heures, l'archéologie fait de chaque côté de la rivière, le courant est revenu. Même chose, il mentionne que New York aussi, le Manhattan a été affecté et que le blackout a duré l'espace de 1 heure, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, on peut voir que une archéologie qui est AAA, Manhattan, qui est une ville corporatiste contrôlée par la majorité des AAA et aussi des AA, on peut voir que eux ont moins souffert que le blackout, tandis que je pense que c'était Philadelphie ou Baltimore qui a perdu le courant au mois de novembre et qui ne le récupère seulement qu'au mois de mars 2081. Donc, on parle de 4 mois de blackout. Comme Mathieu a expliqué, tout tombe en panne sur plusieurs villes pendant plusieurs mois. Donc, mais le gros mystère est qu'est-ce qui se passe vraiment? Quel est l'événement qui s'est vraiment passé dans ces villes-là? Mais du coup, oui, par rapport en fait à cette intrigue, du coup, on n'a évidemment pas encore le fin mot de l'histoire, à part si c'est dans l'un des derniers suppléments que j'ai pas encore lu, notamment Power Place que j'ai pas lu en entier. Mais effectivement, enfin pour le moment, ce qui est important de dire, c'est que ce métaplot, il se concentre essentiellement sur des enjeux street level, donc c'est-à-dire en fait au niveau de l'influence que ça a sur la population des villes et sur les runners qui y sont. Et donc à ce niveau-là, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on peut avoir avec Détroit, où on avait un truc vraiment beaucoup plus bourrin à mon avis que ce qu'on peut avoir avec l'intrigue des Blackouts. Ouais, j'ai pas la même lecture que toi. Ça dépend ce que tu mets derrière street level. Dans les deux cas, il y a effectivement des choses qui se passent au niveau vraiment tangible pour les personnages. Dans un cas, c'est la guerre autour de chez eux, il y a des insectes. Dans l'autre cas, il y a plus de lumière. Et alors, quand il n'y a plus de lumière, en particulier aux UCAS de Shadowrun dans les années 80, les gangs sont rapidement de sortie et c'est la guerre aussi. Alors, effectivement, l'autre lecture de Street Level, c'est en termes de niveau de jeu. Oui, il vaut mieux affronter des gangs, ça pique moins que des insectes. Ça, on est bien d'accord. Par contre, il y a aussi quand même un certain nombre de répercussions politiques sur les blackouts. Alors, j'avais peut-être prévu d'en parler plus tard, en quel cas je m'excuse de te couper l'herbe sous le pied. Il y a deux villes majeures qui font sécession des UCAS, en l'occurrence Seattle et donc Seattle, ce qui fait un peu suite aux événements de Free Seattle, et d'autre part Saint-Louis, qui était à cheval entre les UCAS et les CAS, qui décide aussi de déclarer son indépendance. Donc il y a aussi des répercussions géopolitiques assez importantes. Seattle, c'est effectivement dans les événements décrits dans Free Seattle.
c'est lié du coup au scénario américain qui conduit justement à la séparation de Seattle des UCAS. Mais oui, effectivement, tu as raison de préciser. Dans tous les cas, c'était, enfin, les événements ont lieu dans la rue, mais c'était vraiment en termes de niveau de jeu que je parlais. Surtout enfin, faut quand même rappeler que c'est le premier supplément qui paraît pour SR6 et qu'à ce niveau-là, du coup, c'est quand même important, je trouve, d'avoir des événements, en fait, qui permettent d'inclure, bah, aussi des personnages qui sont également débutants et qui sont pas forcément des vieux briscards, qui ont déjà leur personnage, SR5, qui ont été, convertis à SR6, voire, des personnages datant de Mathusalem. Là où en fait, si tu balances des runners débutants, au beau milieu d'un champ de bataille, avec des insectes et des personnages qui sont là depuis 30 ans dans la gamme, forcément ça me semble un peu plus compliqué comme approche. Je disais finalement, qu'est-ce qui est le plus important face aux insectes? Le plus intéressant, pardon. Est-ce que c'est d'avoir des personnages qui sont surbourrins, qui ont déjà fait 3000 scénarios, qui vont aller se friter aux insectes? C'est peut-être jubilatoire une séance, mais ça va se poser là. Ou est-ce que finalement, c'est de retrouver un petit peu, Romain parlait du côté alien, de se retrouver avec des personnages moins forts face aux insectes, qui doivent s'occuper de survivre, d'aider le groupe avec qui ils sont, d'aller trouver du ravitaillement, d'aller trouver des solutions autres que la solution combat frontal. À mon avis, il y a plus matière à faire quelque chose d'intéressant comme ça qu'avec des personnages trop vétérans. Ouais, alors du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais juste avant que Mathieu revienne sur la menace insecte. En fait, tu as complètement raison, Mathieu, c'est comme ça que je mène moi cette petite campagne de Cutting Black. Non, parce que je voulais rebondir sur le fait, tu évoquais pas mal de choses par rapport au fait qu'effectivement, les personnages qui sont là plus longtemps peuvent continuer à évoluer dans l'univers, qu'il y a des choses qui se passent. Ce qui est assez chouette dans Cutting Black, et dont on se rend pas forcément compte si on n'est pas un meneur expérimenté, c'est que ça commence en début 2080, ça va jusqu'à mars 2081. Donc pour une fois, là, à Shadowrun, on est mappé, c'est un peu comme à l'époque de l'année de la comète, on a l'année à venir qui est entièrement mappée, enfin clarifiée, quoi. Donc on peut commencer sa campagne en disant bah, on va commencer à Détroit, puis à la fin de Détroit, ils iront faire autre chose, peut-être qu'ils iront à Saint-Louis, etc. Enfin, on a vraiment de quoi faire bouger ces personnages, avoir des missions tranquillement. On va pas être, bon, si c'était les limites qu'on a évoquées par rapport à la disparition de l'armée fantôme et puis quelques trucs qui sont pas explicités, dans l'ensemble, là, le meneur, il peut mener pendant 12 mois dans l'univers, on va dire un scénario par mois, donc il a 12 scénarios tranquilles avant de pas savoir ce qui se passe. Il faut quand même savoir que dans certaines campagnes comme Lockdown, c'était compliqué. Hein. Lockdown, c'était extrêmement bien décrit pendant les 2 premières semaines après l'évasion des Leohan. Et après, il n'y avait rien qui était dit sur la suite. Il a fallu attendre Dark Terror pour savoir comment la situation allait évoluer. Donc, il a fallu attendre 5 bouquins plus tard. Donc là, au moins, là, je trouve que c'est quand même pas mal. Moi, personnellement, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Qui m'a satisfait en termes de ah bah là, au moins, pour une fois, je vais pas me retrouver avec 2 semaines super riches en événements. Et après, je suis lâché et je peux rien faire. Enfin, en gros, je sais pas comment ça va évoluer, quoi. Donc là, moi, je voulais dire, c'est une qualité du bouquin, je trouve. Une façon que j'ai vue en total, surtout à la lecture des autres suppléments, c'était vraiment de voir de quelle façon ce supplément est une base pour la 6e édition. Réalité à la dérive fait suite à ces événements-là. Les événements de Free Seattle aussi découlent des événements décrits dans Noir Total. Même chose pour 30 Unique. Même chose même avec Collapsing Now. Certains des groupes présentés, encore là, sont rattachés aux événements de Noir Total. Donc, c'est vraiment un supplément qui donne beaucoup, mais qu'on peut voir aussi que le suivi de la gamme bâtit sur ce qui est présenté dans Noir Total. Je rebondis juste sur ce que vous disiez par rapport, enfin, du coup, en réponse à ce que je disais tout à l'heure. Le problème que j'ai, en fait, c'est qu'on peut effectivement jouer un axe plus psychologique sur la bataille de Détroit, mais on n'est pas du tout armé en tant que meneur pour le faire. Vraiment, la manière dont est écrit le chapitre, c'est vraiment uniquement tourné vers le combat et vers cette idée, en fait, de forces puissantes qui s'affrontent. Et effectivement, on peut aider les civils, etc. Mais même si on aide les civils, en fait, on fait ça au beau milieu d'un champ de bataille avec du coup des explosions de partout et des bestioles bigger than life qui menacent de nous tuer à tout instant. Et donc,
pour moi, on est quand même moins dans l'horreur psychologique que ce qu'on a pu avoir par le passé avec des intrigues sur les insectes plus cadenassées, notamment au tout début, avant Chicago, quand il y avait encore la confrérie universelle et qu'on découvrait petit à petit ce qu'étaient les esprits insectes. Et c'est pas forcément un problème. On peut effectivement on peut effectivement jouer comme ça aux cartes de jeu, sans détourner le lore ou quoi que ce soit, sachant d'ailleurs que c'est pas un problème de détourner le lore. Mais mon regret, c'est juste que c'est pas du tout quelque chose qui est envisagé par les auteurs. Et donc, je pense qu'il y a une différence entre, la proposition, de jeu, telle qu'écrite dans l'ouvrage et ce qu'on fait de cette proposition de jeu en tant que meneur à la table. Parce qu'à ce niveau-là, on peut aussi jouer avec des runners, qui chevauchent, des poneys, colorés, pour aller pourfendre, les vils insectes, sur un champ de bataille, à Détroit. Mais, ça ne veut pas dire que c'est, pour ça qu'a été écrit l'ouvrage. Pour rebondir, sur ce que disait André et ce que disait aussi tout à l'heure, du coup Mathieu, par rapport en fait, aux conséquences, politiques, et aux conséquences tout court en fait, des événements. C'est vrai du coup que pour une fois, on a à la fois, le début des événements et leur conclusion. Les événements sont bornés dans le temps, y compris pour, la disparition en fait du corps de l'armée. On n'a pas la résolution, mais c'est pas un événement qui reste en fait en attente, puisque en fait, tout bêtement, ils ont disparu et tout ce qu'on attend, c'est qu'ils reviennent. Mais il n'y a pas ce côté de, mais ils sont en train de disparaître, mais on n'est pas sûr de quand ils disparaissent exactement et où du coup, en tant que meneur, on sait pas trop, comment gérer notre chronologie. Là, on sait comment borner les différentes choses et du coup, c'est vrai que c'était intéressant. Mathieu, tu voulais dire un mot par rapport à ça? Oui, je voulais juste rebondir sur quelque chose qu'André avait dit et qui me semble important. C'est le premier supplément de la gamme en termes de background, de la gamme SR6. Comme je l'ai dit, contrairement à d'autres gammes, c'est une gamme où l'événement, le gros crash se produit en début d'édition. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de pierres qui sont posées dans ce supplément qui vont servir à construire la gamme. Et qu'effectivement, c'est peut-être pas le plus jouable, bien qu'on a vu, il existe plein de solutions, mais c'est là pour démarrer la gamme et c'est un peu la première pierre sur laquelle toute la gamme va être bâtie, je pense. En fait, je confirme exactement ce que tu viens de dire. C'est très clairement, enfin tous les autres guides d'aventure ont des briques qui reviennent à Cutting Black. Enfin, c'est clairement ça, hein. Ils ont clairement, posé ce qu'on appelle en anglais le groundwork. Enfin, ils ont posé les fondations de tout ce qu'il y aura dans la comme événement, comme bouquin dans Shadowrun 6 et je pense que le dernier bouquin de Shadowrun 6, il y aura, probablement encore des trucs et des références qui remonteront à Cutting Black. Voilà. Du coup, pour en revenir vraiment aux conclusions des événements, faut, par rapport, du coup, plus précisément, aux enjeux de Détroit, il y a notamment, purée, si vous parlez pendant que donc je disais pour en revenir sur, la question des conclusions, d'arc, pour les insectes, en fait, il y a notamment 2 chapitres qui servent de conclusion, et de prolongement, notamment pour Détroit, mais également pour Ares qui, va se déplacer à Atlanta, sur laquelle du coup on va avoir un petit point en supplément. Du coup, pour commencer par Détroit, ce qui est intéressant et ce que j'ai trouvé assez bien pensé, dans la manière dont le chapitre était écrit, c'était que pour le coup, on revenait vraiment à des enjeux locaux et plus faciles à mettre en scène à la table, puisqu'on a en fait un cadre de jeu, tourné globalement plutôt vers le robinisme, on va dire. Hem Et j'ai trouvé que c'était assez malin parce qu'il y avait eu un supplément du coup Better Than Bad que Romain déteste, sur cette question-là, qui avait, conclu plus ou moins la 5e édition et je trouvais ça malin de faire un rappel dessus et de permettre en fait de prolonger la proposition, de jeu,
de ce supplément. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé par contre. Oui, effectivement. Ouais, à la fin, lorsque nous avons, après la description des événements, oui, ils décrivent, je pense qu'ils l'ont changé pour Motor City, qui est un des surnoms de Détroit, entre autres. Et oui, là où il décrit, OK, maintenant que les événements de la bataille de Détroit ont lieu, ainsi que d'autres événements qui font suite à cette bataille-là, et qui se passe, Détroit se retrouve à un croisé du chemin essentiellement, et là, ils sont dans une période de reconstruction, mais aussi de renouveau de la ville. Là. Donc, la ville doit se reconstruire et elle a la possibilité de se reconstruire dans une nouvelle direction. Ce qui offre beaucoup de possibilités, oui, pour des runs qui sont plus de style Robin des Bois, où les gens où les runners sont engagés pour aider la communauté plutôt que d'aider leur portefeuille. Ouais, je veux prendre un petit peu le contre-pied. Bon, j'ai relativement aimé cette partie sur Détroit aujourd'hui, effectivement. Il y a quand même ça m'a quand même laissé un goût de déjà-vu. On parle d'une ville qui a été détruite suite à un gros problème avec les insectes, qui se retrouve sans corporation, parce que Ares est en train de partir vers Atlanta, on vient de le voir, et donc qui se reconstruit par elle-même avec les bonnes volontés de tout le monde. Et voilà, ça me rappelle quand même très furieusement Chicago, euh, qui est pas loin. Tout ce que je viens de dire s'applique également à Chicago. Euh, donc oui, l'idée est pas mal, mais elle a déjà été traitée dans Shadowrun. Alors, je vais faire mon Timothée, c'est moi qui n'ai pas aimé effectivement. Alors tu as complètement raison Mathieu, c'est le drame de Détroit. C'est-à-dire que alors c'est même pire que ça, c'est que déjà ça a déjà été fait 20 fois, hein. Oh la ville a été démolie, du coup il y a plus de corporation, donc du coup il y a l'espoir pour le milieu des ombres et puis les sans-signes de construire une petite cité. Bon, ouais, enfin ça va quoi, le côté Robin Hood, on l'a déjà fait 20 fois, je trouve que c'est vraiment, c'est une proposition qui est éculée. Le problème que je vois, c'est que d'écrire une ville en 20 pages, bah, c'est cool quand tu fais 1 ou 2 scénarios dedans. Par contre, tu auras jamais assez d'informations comparé à Seattle pour en faire une ville où t'installer. Donc bon, quelque part, tu vas vite tomber à court de matériel, enfin matériel de jeu, je parle. J'avoue que moi, il y a pas grand-chose quand j'ai lu Détroit, j'ai pas été méga excité par ce que j'ai lu. Bon, alors je crois que tu l'aéroport je me souviens que l'aéroport de Windsor est à l'abandon et donc repris par, je crois, un garage de Riger. Bon, bah, les mecs, ils sont cherchés loin, effectivement. Aéroport, Riger, bon. Bref, j'ai trouvé ça assez bof. Et alors, en plus, ce qui m'a passablement énervé, c'est qu'il s'avère que moi, quand j'ai lu Cutting Black, j'ai sauté les 3 au début, pour des raisons de lire. Je voulais lire que le lore, et enfin que l'histoire pour comprendre où ils voulaient en venir. Et en fait, j'ai réalisé après coup, en lisant les 3 plus tard, qu'il y avait plein d'explications qui manquaient, qui étaient cachées dans les 3 en fait. Donc, au milieu des 3, qui peut être un guide de ville, on te balance en fait la fin de l'histoire de la bataille des 3 qui était évoquée 3 mois avant. Donc ça, j'ai trouvé ça, pour le coup, je suis pas un grand taré de la rigueur et de la forme et de genre de comment il faut organiser l'information, mais là, ça m'a vraiment bien agacé, quoi. C'est un peu comme cacher du lore dans un bloc de stats, quoi. C'est un truc sur lequel je trouve ça assez mal placé. Après, c'est pas le pire truc que j'ai eu pour Shadowrun, mais moi, c'est clairement pas la partie qui m'a le plus excité. Et surtout, enfin, je fais vraiment l'écho de ce que Mathieu a dit. Si tu commences sur Shadowrun, tu vas trouver ça excitant, mais en fait, sinon, c'est vraiment la redite de Lockdown, de Chicago Bugs, enfin de voilà quoi. Ça a été fait et refait. Pour juste sur la question en fait de l'inclusion de la fin de la bataille de Détroit dans le chapitre en fait sur Motor City, effectivement, je suis d'accord que ça entraîne plus de confusion donc qu'autre chose. Ils auraient eu plus sa place en fait en tant que dernière sous-partie du chapitre sur la bataille de Détroit, avec éventuellement quelques rappels très brefs dans le chapitre sur Motor City, qui n'avait pas besoin forcément de ça en fait pour pouvoir être construit. Et effectivement, Motor City comme Atlanta manque un peu de matière sur la partie ville, guide de la ville en tant que tel. Après, je trouve ça un peu drôle que quand on parle du coup des villes, vous trouviez que le manque d'informations pose un problème pour mener en scène à la table, alors que quand il s'agissait de la bataille, là, tout d'un coup, c'était une ressource parce que c'était bien, ça permettait de faire ce qu'on voulait. Mais en fait, il n'y a pas que l'absence d'informations sur les événements qui permettent de faire ce qu'on veut. On peut dire pareil pour l'absence d'informations sur les lieux.
Et en plus, pour les lieux, souvent on trouve des informations soit précédemment dans la gamme, soit même en cherchant sur Internet sur ce que c'est Détroit actuellement, le type de lieu qu'il y a. Souvent, on peut broder très facilement des choses et peut-être plus facilement que de mettre en scène une bataille cohérente sur 2 mois. Euh, mais c'est que mon avis. Ouais, alors juste pour répondre à ça, en fait, c'est le problème du point et de la courbe. C'est-à-dire qu'en fait, un événement, c'est un ponctuel, donc tu as besoin d'avoir l'information pour le jouer, quand il va se passer. Genre ton scénario va peut-être se tourner autour de l'événement, tu auras un gros scénario autour de l'événement. Une ville, enfin moi quand je vois un guide de ville dans Shadowrun, je me dis plutôt c'est pour relocaliser tes joueurs. C'est genre, tu veux faire une campagne à Détroit ou tes joueurs veulent aller déménager à Détroit. Et donc du coup, bah là, tu as besoin de beaucoup de matériel pour pouvoir parer un peu à peut-être 5, 6, 7, 8, 10 séances dans la ville. Éventuellement, il faut savoir tout sur les, enfin, faut savoir tout. Plus t'en sais sur les forces de l'ordre, enfin, les criminels, les forces de l'ordre, machin, plus tu pourras nourrir ta campagne. C'est pour ça que c'est pas noté pareil. Je pense que c'est pas, enfin, après, tu as raison, peut-être qu'on n'est pas forcément objectif, on est plus dur sur un truc par rapport à l'autre, mais pour moi, c'est pas noté pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'ai plus besoin de matériel sur une ville que j'en ai besoin sur un événement. Voilà. Après, ça tombe. Pardon. Ça tombe typiquement dans les choses qui vont, dont les avis vont varier en fonction de la manière dont on prépare et dont on joue sa campagne à sa table. Et sur ça, on va tous avoir des avis différents, ce qui est normal. Atlanta est intéressante par rapport à la situation politique entraînée par la relocalisation d'Ares et par les informations que ça va donner sur l'avenir de la corporation. Le descriptif de la ville est légèrement, même considérablement bouffé par toute la partie politique sur qui va diriger Ares maintenant, sachant que c'est Arthur Vogel qui a repris les rênes depuis la bataille de Détroit, mais qu'on nous fait comprendre qu'il ne va pas garder les rênes très longtemps. Et du coup, on nous balance pas mal d'informations sur les candidats potentiels, ce qui effectivement est une matière à jeu intéressante, même si globalement très convenue pour la gamme. Ça n'a rien de très surprenant. Et donc, voilà, moi personnellement, j'étais moyennement convaincu. Il y a un candidat en particulier au poste de PDG d'Aleph que j'ai trouvé intéressant parce que j'ai mes petites théories dessus, mais honnêtement, j'ai trouvé que ça cassait pas trois pattes à un canard. Moi, ce que je voulais évoquer, c'est que quand tu évoquais ce truc-là, enfin, c'est un peu la même histoire qu'ils avaient fait dans Market Panic, donc le supplément corporation de Shadowrun 5, où ils avaient fait pour Evo notamment tout un pataquès sur qui va être le prochain à diriger Evo. Et je dois admettre que c'est problème, c'est que je trouve ça assez peu, ouais, je trouve ça assez peu utilisable en fait. C'est cool à lire, c'est chouette, mais c'est pas vraiment, enfin, ça fait quelque chose de très ponctuel qui va disparaître dans le temps. Alors que limite, j'ai envie de dire, ben, si tu construis, si tu avais fait un truc sur, comment Ares va s'adapter au casque, qu'est-ce qui change, et cetera, et cetera, et cetera, ça aurait été un truc plus intéressant et plus, dans la durée. Donc voilà. Moi, ça m'a pas beaucoup marqué Atlanta, je dois admettre, j'essaie de me rappeler un peu ce que j'ai lu dedans, je me rappelais, enfin, quand tu l'évoquais, ça m'a rappelé un peu le contenu du bouquin, mais j'ai un peu oublié. On peut quand même néanmoins dire qu'il y a effectivement une dizaine de pages qui font le point sur la situation de Londres en 2080 et que fort à propos, OPV2 a justement sorti London Falling, qui est un recueil de scénarios à Londres, plus un compendium, on va dire, des deux dernières descriptions de Londres dans les suppléments de Shadowrun 5, et, et que donc ça permet d'avoir une bonne vision des 10 dernières années à Londres pour ceux qui souhaiteraient mener une campagne ou quelques scénarios dans la capitale britannique. Alors, ouais, Mathieu l'a bien résumé. En fait, c'est pour ça qu'on a mis en avant, chez Embourg TV2, qu'on a réfléchi à ce qu'on allait pouvoir, traduire, pour mettre un peu en même temps que la sortie de Cutting Black et de Noir Total et de 130 nuits. On a pensé à Unfailing pour ça, parce qu'effectivement, ben, la petite mise à jour de Londres qui est faite sur une dizaine de pages, sur même pas une dizaine de pages, je crois, dans Noir Total, bah, elle est absolument illisible, en français, parce que tous les éléments auxquels ça fait référence vont pas être traduits. Donc du coup, maintenant, on les a traduits, ils sont dans Unfailing. Et en fait, ça fait un truc assez chouette, c'est-à-dire que vraiment, on a tout ce qui se passe en Angleterre pendant 10 ans, on a 4 scénarios, on a des pistes de scénarios, et donc en fait, tout ça réuni ensemble, fait une très belle position de jeu pour que pour une fois, on se plaignait avant que c'est pas clé en main, bah là, on a fait un truc qui est plutôt clé en main. Donc c'était plutôt chouette. Moi, j'ai bien aimé la lecture, les quelques idées qui ont été évoquées dans le truc de Londres, dans Noir Total.
Donc du coup, je l'ai lu il y a longtemps pareil, donc je n'avais pas des souvenirs, très, très clairs, mais je sais que notamment il y a la princesse Caroline qui se marie, qui a même un enfant je crois, qui se marie avec une femme, donc attention, oh oh, scandale. Alors ça c'est amusant, juste pour la petite blague, c'est assez amusant parce que là en ce moment depuis quelques mois, on baigne dans les dramas de la couronne anglaise avec, les problèmes enfin que tout le monde a vu avec Meghan Markle et compagnie. Donc c'est assez amusant que justement, encore une fois, Shadowrun a un peu devancé l'actualité en mettant un peu un scandale auprès de la à la couronne. Donc voilà, non, moi j'ai trouvé enfin tout le paragraphe alors je pense André va enchaîner sur la partie nord-américaine, mais toute la fin de Noir Total m'a laissé plutôt, alors encore une fois, la remarque de Timothée se rappliquera, il y a pas c'est pas clé en main, il y a plein de pistes, mais rien de défini. Mais ça a été une lecture assez plaisante, c'était assez agréable de voir un peu, d'autres endroits quoi, de revenir un peu ailleurs qu'aux UCAS dans Shadowrun. Juste quelques infos sur London Falling dont on a parlé par rapport en fait à la mention de Londres et au prolongement, du coup du contexte dans Noir Total. Faut juste rappeler que dans London Falling en VF, on a rajouté en fait, 2 chapitres issus, de Dirty Tricks et de Conspiracy Theories qui explicitaient, qui décrivaient en fait le contexte, notamment politique, du Royaume-Uni, qui est soumis justement à des changements dans Noir Total. D'où, l'importance, de London Falling, avant Noir Total pour bien comprendre, ce passage. On va, on doit aussi mentionner, l'ajout, français d'une chronologie qui reprend l'ensemble des éléments, décrits dans l'ouvrage et qui les réordonne en explicitant, leurs dates, ce qui n'est pas négligeable puisqu'en fait, il y a de nombreux événements, notamment dans la bataille de Détroit qui a été, enfin dont les dates en fait, peuvent se deviner en faisant des petits calculs, dans le texte, mais qui sont, pas forcément clairement donnés à un moment dans l'ouvrage et donc c'est un peu compliqué. BE a par ailleurs, corrigé une partie des erreurs, de date qui pouvaient se trouver, même s'il en reste encore, quelques-unes dans cette chronologie, comme en atteste le fichier d'errata. Heu, on verra, ce qui est, ajouté ou non, avant impression. Et il y a également, l'ajout d'un scénario en fait qui a été écrit, par rapport à ce que disait Romain, tout à l'heure pour en fait introduire les nouveaux venus au métaplot des insectes et notamment aux figures un petit peu importantes qui reviennent dans Noir Total et qui n'étaient pas forcément au cœur des intrigues et des événements, joués, ou présentés en détail, ces dernières années. Oui, bah, je vais en dire 2 mots. Donc effectivement, oui, je me suis auto fait une ouverture, grands-parents plutôt, parce que j'ai du coup, corrigé ça, enfin corrigé. Donc comme j'ai plutôt, effectivement, il y avait le phénomène de comment tu fais pour introduire tes joueurs à tout le truc qui est Cutting Black. Donc j'ai essayé de proposer un petit scénario d'introduction, alors qui est très, très, libre sa forme, qui n'est pas non plus un scénario très classique de Shadowrun où tu fais une run, c'est plutôt ouais, enfin, c'est une petite aventure où les joueurs vont se perdre au nord du Wisconsin, si je me trompe pas trop, pour aller voir une ville fantôme et en fait tout ça, c'est un prétexte à leur faire un peu redécouvrir toute l'histoire des insectes, la confrérie universelle, et puis de faire glisser en fait, de laisser planer un doute sur enfin introduire Otto Hendricks, le laisser planer un doute là-dessus. Hem, ouais, en gros l'idée c'est qu'à la fin de ce scénario qui doit être joué un peu avant les éléments de Cutting Black, les joueurs vont pouvoir un peu d'eux-mêmes aller se poser des questions et gratter des choses, savoir qui était Otto Hendricks, peut-être apprendre qu'Otto Hendricks, normalement il est mort à Chicago, mais personne sait, c'est à quoi enfin personne n'a vu son exécution. Ah mais en fait il ressemble pas à la photo qu'ils ont trouvée, enfin et cetera et cetera. Il y a plein de pistes comme ça de jeu. Heu, pour l'histoire, parce que c'est amusant, ça a complètement raté avec mon groupe de joueurs pour qui j'ai fait ce scénario-là. Ils l'ont joué, hein, aucun problème. Puis en fait, il y avait plein de questions ouvertes à la fin du scénario et il y en a pas un seul qui a décroché son téléphone pour aller parler à ses contacts. Donc du coup, ils sont arrivés à Cutting Black, pas beaucoup plus armés qu'ils n'étaient avant, mais bon, au moins j'aurais essayé. Il y a également un chapitre plus, de lore sur en fait, l'impact que ça a sur la France. Je sais pas si tu veux en dire, quelques mots? Moi, j'ai des choses à en dire, juste derrière, mais
Tu vas en dire du mal, commence par en dire du mal et après je corrigerai derrière toi. Non, je vais en donner 2 mots, vite fait. En gros, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de dire que d'essayer de montrer que c'est pas parce qu'un élément se passe aux UCAS que ça a pas d'impact ailleurs et en gros de réfléchir un peu, donner des pistes sur comment on peut jouer avec tout cet environnement, tout en restant en France. L'idée enfin en l'occurrence en France, l'idée est un peu venue de ce que j'avais fait dans ma campagne à moi à l'époque de lockdown. En fait, j'ai beaucoup comme je pouvais pas utiliser Boston, mes joueurs étaient pas à Boston et j'avais pas envie de les envoyer à Boston. Bah, en fait, j'essaie de beaucoup réfléchir à comment tout ce qui est dans le guide de langue de Boston pourrait être, appliqué à l'extérieur de Boston, quels pourraient être les impacts pour projet Vulcain et cetera. Donc bon, voilà, c'est un peu la même idée ici, hein, de donner quelques pistes de jeu et de glisser quelques petites, suggestions sur l'avenir de ce qu'on pourrait comment on fera un peu évoluer le background de la France quand on aura l'occasion de le faire évoluer lors d'un prochain éventuel bouquin. Voilà. D'un prochain éventuel bouquin qui est déjà en cours de préparation ou... Bah, disons que pour pouvoir sortir un éventuel bouquin, il faut quand même commencer à avoir écrit quelque chose, hein, donc il y a un problème de fait de la poule, quoi. Vas-y, envoie tes questions sur la partie française. Oui, donc ce que j'avais trouvé que le scénario était intéressant parce qu'il utilisait bien, à mon sens, les différents éléments, saillants, on va dire, du lore lié aux insectes et pertinent par rapport à Noir Total. J'ai pas grand-chose à en dire, de plus. Je l'ai pas fait jouer, donc je sais pas si enfin, je peux pas trop évaluer à quel point il marcherait bien une table ou pas, en dehors, de ce que je peux en penser virtuellement. Mais je pense que sans forcément que les joueurs, réussissent à obtenir des informations à la fin, je pense quand même que ça peut mettre, le pied à l'étrier. Après, il faudra voir, attendre d'avoir le retour, des différentes tables qui le joueront pour pouvoir réellement évaluer, en fait, le succès ou non d'un scénario. C'est toujours un peu compliqué de le faire à l'avance, à part quand il y a de vrais problèmes, très visibles, mais là, j'en ai pas vu. Sur la partie française, en fait, j'ai été un peu déçu, mais je pense enfin, il y a plusieurs raisons à ça qui sont pas forcément, de ton fait. Je pense que c'est, déjà d'une part que j'étais plus, convaincu par, ce qui semble être, l'approche allemande. En fait, de manière globale et c'est aussi valable pour la partie, américaine, tout le côté, oui, Ares s'en sort plutôt bien parce qu'ils prétendent que c'est des terroristes et du coup, il y a une partie, des gens qui les croient. Ça, c'est dans la partie américaine et j'ai trouvé ça totalement débile. Ce côté genre, de passer en fait la menace des insectes sous le tapis alors qu'en fait, bah, elle est quand même relativement connue et puis là, c'est quand même un événement qui a duré 2 mois. C'est un événement qui a été quand même visiblement, relayé, puisque, bah, notamment il y a une journaliste, qui fait des brèves, depuis Détroit et on nous dit qu'il y a des vidéos qui ont circulé, et que, globalement, l'opinion publique, ne les croit pas. Bon, j'ai eu un peu du mal à l'avaler et du coup, le fait que le chapitre français rebondisse sur ça avec, un gouvernement, qui globalement est plutôt pro-Aref, même s'il y a des raisons politiques et cetera, ça m'a semblé un peu dur à avaler. Plus, il y a une histoire du coup de projet Lafayette, qui prend pas mal de place et qui n'a pas eu l'air d'aboutir à grand chose. Oui, l'initiative Lafayette, pardon, et qui en plus, a amené un autre, problème, tout ce côté en fait de l'influence en fait de la Révolution française et du passé historique de la France dans une partie de ton écriture sur l'ordre français qui, à mon avis est un peu trop lourde et fait que c'est pas forcément les meilleures choses que tu écris à mon avis. Mais je sais que d'autres sont d'opinion contraire et ça après c'est la sensibilité de chacun. Mais j'ai du mal avec tout ce côté un peu, rétro-futur qui imbibe en partie, Shadowrun. Enfin, c'est notamment l'identité qu'on avait, de la création de la gamme, mais qui me pose un problème actuellement parce que le reste de la gamme a commencé un peu à s'en éloigner et je trouve qu'il y a un peu des facilités d'écriture où en fait on essaie de nous enfin, où parfois la justification des événements ou la manière dont ils sont amenés, on a l'impression que ça repose plus sur le clin d'œil historique que sur une logique interne.
Mais c'est peut-être aussi parce que du coup, tu as moins de place pour décrire que les auteurs américains. Donc voilà. Après, j'ai pas détesté le chapitre non plus, c'est juste qu'il y a eu des petites choses comme ça qui m'ont fait tiquer. Attends, t'en bouge pas, je te unfriend sur Facebook. Euh, alors, donc c'était un peu décousu, mais je crois avoir après compris ce que tu veux dire. Alors, il faut savoir que, bon, alors tu l'as dit à la fin, de toute manière, il y a un problème de place. C'est-à-dire que c'est évident que si on nous avait dit, comme les Allemands ont, bah voilà, maintenant on va rajouter 40 pages pour intégrer la France à Noir Total, c'est pas la même histoire. Après, il y a un côté post-mortem. Aujourd'hui, je travaille, enfin maintenant que je suis devenu petit freelancer pour Catalyst, je travaille un peu avec les freelancers aux US. Donc ça veut dire que je peux faire glisser des choses dans les bouquins, je peux aussi voir les choses arriver en avance, et ça change beaucoup la donne. Moi, enfin, pour répondre sur une Style Lafayette, oui, ça va nulle part, parce que si ça avait été quelque part, ça aurait dû être mentionné dans Cutting Black. Et donc, si j'avais décidé, par exemple, que la flotte avait vraiment fait quelque chose, bah, il fallait après que je rattrape les gens aux US pour dire est-ce que vous pourriez rajouter dans un guide qu'en fait, vous ne l'avez pas dit à l'époque, mais qu'il y avait eu ça, donc c'est compliqué. Donc, il fallait que ce soit un peu un truc. Enfin, malheureusement, il fallait que du point de vue lore, ça soit opération nulle. Moi, surtout ce truc-là, je me suis surtout ça pour illustrer le côté grandiloquent d'une France qui se croit importante sur l'échelle mondiale et qui l'est pas tellement. Ce qui me surprend, c'est que tu comparais par rapport aux Allemands, parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs qui sont issus du texte allemand, en fait. Notamment l'histoire avec le positionnement de la chancelière allemande, dont le nom m'échappe à l'instant, puisque la vraie me vient à la passe. La position poétique de la chancelière allemande, c'est pas un copier-coller, hein, mais c'est basé sur ce qu'ils ont rajouté eux-mêmes à Cutting Black. Et effectivement, eux, enfin, en gros, pour ceux que ça intéresse vite fait, hein, les Allemands, eux, sont plutôt, je crois, alignés côté. Remarque, non, j'ai oublié. Vas-y, Timothée. Bon, je voulais que tu finisses, mais c'est pas grave. En fait, quand je parlais de la position allemande, je parlais bien de celle que tu as résumée. Je parlais pas du résumé que tu en as fait et qui ne pose pas de problème. Mais en gros, la position allemande est plutôt opposée en fait à Arès. Et c'est juste que ça me semble une position globalement plus logique et plus facile en fait à assimiler en tant que lecteur, que quand une corpo fout la merde à ce point-là, que du coup les autres deviennent un petit peu réticentes. Enfin, les autres corpos et entités politiques, etc., commencent un peu à s'en éloigner. Ça me semble la position la plus naturelle. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que j'étais un peu déçu par le chapitre, parce que du coup, je trouvais que ça explicitait pas assez bien la raison du soutien du gouvernement français, que ça passait trop de temps sur l'initiative Lafayette. Même si ça, enfin, du coup, tu réussis effectivement à montrer le ridicule du projet, mais peut-être que ça prend trop de place finalement. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé. Mais Non, alors du coup, ça veut dire que c'est trop discret. T'as dû le rater, ou c'est trop discret, mais en fait, alors on fait deux petites. Enfin, il y a deux petits shadow talk qu'on a fait, que je trouve vraiment très intéressant dans le truc. On a essayé d'expliquer le pourquoi des blackouts, et pourquoi les méga corporations. Donc, gros spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, ce serait apparemment les méga corporations, la cour corporatiste qui serait derrière les blackouts. Et on a essayé d'expliquer pourquoi ils l'ont fait. Donc ça, c'était un truc qu'on a essayé d'un petit peu réexpliquer après les faits. Et en fait, la raison pour laquelle le gouvernement français colle au cul d'Arès, c'est qu'en fait, c'est pour faire les lèches-culs auprès de la cour corporatiste, parce que ben, la France et Marianne n'a qu'une peur, c'est de se prendre un blackout. Parce qu'un blackout pour Marianne, c'est un peu la fin des haricots, quoi. Un blackout en France qui est devenu extrêmement indépendant de la matrice. Donc c'est pour ça, en fait, la raison. C'est qu'en fait, ils font de la lèche à Arès et en général à la cour corporatiste à mort, pour ne pas se prendre un blackout. Mais bien que du coup, c'est tellement subtilement écrit en sous-texte que du coup, c'est pas clair. Désolé, du coup, ma faute. Enfin, on y reviendra dans un éventuel bouquin plus tard. juste du coup pour conclure, enfin, je pense qu'on comprend bien les raisons politiques. C'est juste que comme toute la partie de l'initiative Lafayette en fait occupe vraiment les premières pages enfin, j'ai les premières, mais j'ai pas compté, mais occupe vraiment en fait une partie importante du début. Ça m'a vraiment fait laisser un arrière-goût en bouche, je pense, qui, euh, qui m'a un peu potentiellement bloqué. André et Mathieu, je sais pas si vous voulez du coup rajouter des choses sur ces parties françaises ou pas. Je trouve que vous n'avez pas trop travaillé dessus. Est-ce que du coup vous avez un avis, une opinion?
Donc, peut-être juste réagir très rapidement sur la chronologie, juste pour tirer mon chapeau à Romain et André qui l'ont fait. Ça a été long et compliqué, ce qui prouve que c'était nécessaire. Ils ont fait le parti dans le supplément de parler beaucoup vu de l'intérieur. Et du coup, ça rend assez confus la chronologie et c'est un vrai ajout qui a demandé beaucoup d'efforts et qui est, à mon sens, très intéressant. Et qui permet justement, pour ceux qui veulent mener une campagne dans les événements décrits dans Cutting Back, eh ben, d'y voir clair. Du coup, pour conclure, globalement, c'est un supplément du coup qui est pas forcément très clé en main, mais qui va en fait poser vraiment les bases des intrigues à venir du Sixième Monde. Sachant donc que c'est des événements relativement cloisonnés pour le moment, avec un début, un milieu et une fin, et des conséquences à venir dans la suite de la gamme. On a notamment du coup le plus gros secret du supplément, donc la disparition du corps des armées des UCAS, dont une partie des mystères vont être révélés dans le prochain supplément de lore à apparaître en VF, Réalité à la dérive. Et on a également du coup une mise à jour globale de l'Amérique du Nord et de l'Angleterre, qui s'appuie notamment sur les événements décrits dans London Falling en français, et notamment sur une situation politique relativement tumultueuse suite à la réapparition et disparition de Pendragon. Donc si vous voulez lire ça, c'est disponible en PDF sur le site de BBE. En attendant, on vous souhaite du coup une bonne soirée, de bonnes parties, et on vous dit à la prochaine pour un podcast sur 30 nuits. Vous avez écouté Shadow Talk, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.